Notre invité du jour de Matin Première est l'auteur du livre Ma vie d'entrepreneur, Sophie Voutot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec vous. Vous venez de publier votre premier livre intitulé Ma vie d'entrepreneur, pas vraiment patron, complètement tâcheron aux éditions du Rocher. C'est un avertissement, c'est une expérience de vie, une erreur de parcours? C'est un peu tout ça. Voilà. Alors, le titre, c'est Ma vie d'auto-entrepreneur. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, d'auto-entrepreneur et non pas d'entrepreneur, voilà, pardon. Je suis entrepreneur, mais je suis surtout auto-entrepreneur. Vous avez complètement raison, c'est vraiment l'auto-entrepreneur, voilà, parce que c'est une classification bien particulière et que vous avez justement expérimenté il y a quelques temps de cela. Et d'ailleurs, si je voulais être plus précise, je devrais dire micro, mais bon, je ne vais pas perdre les gens. Voilà. Ouais, non, donc on va les garder. Ouais, donc non, alors oui, ce livre en fait, c'est le fruit c'est un témoignage déjà. C'est le fruit d'une expérience que j'avais envie de partager, quand bien même la réussite n'a pas été au bout du chemin. Voilà, j'ai quand même voulu faire part de ce que j'avais traversé parce que je suis, comme beaucoup de Français qui entreprennent, j'ai eu envie, moi aussi, de connaître cette indépendance. Qu'on nous vante, qu'on nous promet, cette liberté, l'idée de devoir me débrouiller toute seule, d'aller, de créer en fait ma propre activité. Alors tout ça c'est légitime, mais la raison pour laquelle vous avez voulu en témoigner, alors que ce soit, on va en parler, bien ou mal passé, avec des hauts et des bas, pourquoi avoir voulu témoigner de cette expérience de vie? Parce que je pense que j'ai été très surprise par la tournure qu'ont pris les événements. C'est-à-dire qu'en fait, je ne m'attendais pas du tout. Je sais qu'entreprendre est très difficile, mais je ne pensais pas rencontrer autant d'embûches en fait, sur mon chemin. C'est-à-dire que le statut d'auto-entrepreneur, c'est un dispositif qui n'est pas encore vraiment mature, je pense. Il est tout à fait utile pour des personnes qui ont un emploi salarié, mais quand on décide de faire que ça, c'est un petit peu trop léger. Donc c'était ce compte-rendu d'expérience. Voilà, c'est cette mise en garde, parce que c'est une mise en garde. Voilà, je dis attention, donc si vous n'êtes pas salarié, ce n'est plus la même chose. Voilà ce que je voulais savoir, quel était le but recherché à travers ce livre de témoignages d'auto-entrepreneurs, justement, où vous y décrivez une situation pleine d'espoir au début, qui se transforme en désillusion. Total, oui. C'est un livre, je vous le dis très sincèrement, que j'ai trouvé passionnant. Merci. Alors, souvent, on reçoit pas mal de livres et on lit en transversal. Et j'arrivais pas à décrocher de ce que vous racontiez. Qui plus est, je pense, quand on a effectivement eu un peu d'expérience dans ce milieu. Et donc, on s'y retrouve, on voit des choses, des détails. Et ces détails ont toute leur importance. Et du coup, cette expérience de vie entrepreneuriale, je pense que l'on ait été ou pas, devient passionnant. Et alors, c'est vrai que vous y racontez les moindres détails, vos premiers clients, vos premières formations. Tout cela est très enrichissant. Et est-ce que vous n'avez pas le sentiment, tout de même, que c'est la loi de la jungle, de l'entrepreneuriat d'une façon générale? Je reviens là, cette fois-ci, au cœur du sujet, d'auto-entrepreneur. De toute façon, que vous ayez été dans l'auto-entrepreneuriat ou dans une SARL quelconque, ça aurait été pareil, vous auriez galéré de la même façon, je pense. Alors, je ne peux pas savoir parce que je n'ai pas plusieurs expériences en fait à mettre en parallèle. Par contre, je peux répondre à votre question. Oui, c'est la loi de la jungle. Oui, je pense que âme sensible, s'abstenir. C'est pour ça que je dis attention, tout le monde n'est pas fait pour entreprendre, parce que je pense que c'est quelque chose qui est réservé vraiment aux personnes déjà qui ont quelque chose en elles, qui ont cette détermination, qui sont habitées par cette envie de créer d'une part, et aussi par des personnes qui sont solides. Je veux dire solides physiquement et psychologiquement, puisque en fait moi ce que je raconte c'est que j'ai travaillé des fois jusqu'à 70 heures par semaine. Il faut pouvoir encaisser parfois les refus des clients, des fois leur humeur aussi, parce que voilà. Et c'est une démarche qui demande d'être très rapidement polyvalent, parce qu'on va en fait endosser toutes les casquettes. On va se retrouver commercial pour aller démarcher les clients, on va se retrouver comptable, on va se retrouver. Mais moi en lisant ça, je me dis, mais c'est la loi de toute
chef d'entreprise. C'est la règle de tous les chefs d'entreprise, d'une façon générale. C'est la règle de tout chef d'entreprise. Sauf que là, moi, ce que je raconte, c'est que vous n'êtes pas chef d'entreprise. Ouais. En fait, vous avez, ce que je précise, vous avez en fait l'emploi du temps d'un PDG, ça c'est très bien, mais vous n'avez pas la vie d'un PDG vraiment, en tout cas, et vous n'avez surtout pas ses émoluments, son salaire et tous les avantages qu'on peut avoir quand on est PDG. Alors, donc voilà, c'est un petit peu quand même, c'est un décalage qui est assez énorme. Justement, vous écrivez la première leçon que vous recevez en tant qu'auto-entrepreneur et que vous n'avez pas la main. Vous êtes moins libre que le vendeur à la sauvette des couloirs de métro parisien, par exemple, à qui vous vous comparez. Vous travaillez, vous créez de la richesse, mais vous n'en captez qu'une infime partie et votre capacité et votre précarité vous oblige à battre en retraite. À battre en retraite, oui. Alors, ce que j'explique, en fait, c'est qu'on travaille énormément pour pas grand-chose. C'est ce que j'ai essayé de comprendre, parce qu'il y a quand même toute une réflexion derrière ce témoignage. Je pense qu'on est très nombreux à vivre ça. J'ai eu des personnes qui m'ont contacté via les réseaux sociaux et qui m'ont dit « je me suis complètement retrouvée dans ce témoignage », parce que voilà, nous aussi, nous travaillons énormément. Mais ce que j'ai essayé de comprendre, c'était, au bout d'un moment, quand on arrive à s'arrêter, on sort un petit peu la tête du guidon, on se dit « mais c'est curieux, ça fait par exemple 9 mois que je travaille d'arrache-pied, je produis un travail, c'est pas comme je suis plus en phase de création, moi j'étais en phase opérationnelle, c'est-à-dire que je facturais, donc je produisais. Et puis les contrats commençaient à entrer. Et l'équation, je n'arrivais pas à la comprendre, puisque je me disais, si j'ai fourni ce travail, pourquoi je ne suis pas payée ? Je ne suis pas payée parce que souvent, quand on est auto-entrepreneur, on n'est pas en position de force, parce qu'on est seul. Je ne parle même pas de la condition de la femme d'entrepreneur, je parle déjà de façon générale, déjà, auto-entrepreneur, on a le mot auto, c'est plutôt, moi je vois plutôt le côté solo, plutôt que le côté où on est complètement auto-entrepreneur, c'est solo entrepreneur. Moi, c'est pas autonomie, c'est plutôt solitude. Et forcément, quand on est seul, on a beaucoup plus de mal à aller en fait vers le client et puis à s'imposer. Donc, ne serait-ce que pour se faire payer dans les délais. Et quand je parle après évidemment de précarité et de vendeurs à la sauvette dans le métro, parce que vous savez, qui lui aussi est un auto-entrepreneur. Qui est un auto-entrepreneur. En fait, moi, j'ai commencé, vous savez, ce qui a été extraordinaire, c'est que je me suis sentie en affinité avec tous les précaires, en fait, de ce monde, en fait. Alors, quand on est auto-entrepreneur, on n'est jamais aussi près de la précarité de sa vie. Parce que vous racontez, alors, c'est bien que ce parallèle soit fait, puisque, alors, celui qui, vendeur à la sauvette dans le métro, est un espèce d'auto-entrepreneur, parce que vous allez essayer de travailler dans un coin de table, dans un bar, où l'on vous chasse au bout d'un moment parce que vous monopolisez un peu l'espace. Vous essayez de bosser parce que pour payer le bureau, c'est compliqué. Et donc, vous essayez de bosser dans une bibliothèque, mais les heures d'ouverture ne conviennent pas. Bref, vous devenez une espèce effectivement d'entrepreneur précaire. Précaire et itinérant et sans bureau fixe. Est-ce que tout ce que vous décrivez n'est pas dû aussi au secteur d'activité dans lequel vous Alors, mon étiez. secteur, je le précise pour les auditeurs. Moi, c'était en prestation de service, donc prestation dite intellectuelle. C'est comme ça qu'on a, on a un petit peu circonscrit mon domaine. Et donc, j'étais en profession libérale, c'est-à-dire que moi, mon travail consistait à offrir à une clientèle des plans médias, un plan de communication. Donc, j'étais essentiellement en fait dans cette activité-là. Je n'étais pas artisan, donc je précise tout de suite. Il faut bien distinguer les choses. Moi, je suis en prestation de service. Et donc, ça fait toute la différence, parce que c'est quelque chose de quasi immatériel. C'est immatériel, oui. C'est quelque chose que l'on finit par vraiment faire rémunérer avec la réputation qui va avec. Exactement. On est sur de la com, du webmaster, de tout ça, de l'attaché de presse. Oui. On fait des articles, ça se paye en fonction du talent, en gros. En fonction du talent. Bon, vous dites qu'il y a c'est en fonction de la ligne, mais bon. Oui, mais en fait, ça se paye. En fonction des mots. Normalement, c'est en fonction du talent, puis en fonction aussi de la spécificité de ce qu'on peut nous demander. Donc tout ça est assez aléatoire. C'est toujours aléatoire. Moi, j'avais ce qui est assez paradoxal, c'est que j'avais des clients. J'ai pas eu de problème pour en trouver. D'ailleurs, mon premier client, j'ai signé tout de suite parce que c'était vraiment quand même un très bon devis, un très gros devis. Voilà. Costaud. Pour commencer, c'est pas mal. Pour lancer une opération, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Pour travailler pour un client. Voilà. Mais après, c'est beau sur le papier. Après, évidemment, il faut mettre en œuvre. Moi, j'avais créé une équipe. J'avais mis tout ce qu'il fallait. J'avais fait tout ce qu'il fallait pour que ça fonctionne. Ce qui nous rattrape après, c'est des obstacles qu'on n'a pas forcément prévus. C'est le client qui comprend qu'il représente 80% de votre chiffre d'affaires et qui sait que c'est lui en fait qui reste le seul maître à bord en fait. Concrètement, qu'est-ce que vous reprochez au statut d'auto-entrepreneur ? Alors concrètement, en dehors de votre histoire personnelle. En dehors de mon histoire personnelle, en fait, le statut d'auto-entrepreneur, je dis bien une chose, c'est que ce livre, c'est pas en fait une charge contre ce statut et encore moins une charge contre ceux qui sont auto-entrepreneurs. C'est plutôt en fait d'essayer de préciser que ce régime, ce dispositif est très bien quand il est utilisé justement en fait quand il est utilisé conformément à ce à quoi il a été prévu, à savoir une activité
en fait complémentaire. Voilà, une activité complémentaire à souvent une activité déjà salariée, ou ça peut être un étudiant qui aussi veut gagner un petit peu d'argent, ou alors un retraité. À partir du moment où vous souhaitez créer une entreprise, moi ce que je conseille en tout cas, c'est de passer directement par une vraie entreprise et non pas un ersatz d'entreprise qui n'en est pas une, puisque vous en rendez très vite vous vous rendez compte très vite quand vous allez devant une banque et qu'on vous dit que de toute façon vous n'êtes pas considéré comme un entrepreneur et que vous ne pouvez pas avoir en fait un compte professionnel. Et en tant qu'auto-entrepreneur, on peut pas avoir un compte professionnel? Non, on a un compte personnel. Voilà, c'est-à-dire que si vous voulez de la trésorerie, on vous propose un crédit à la consommation. C'est comme une société individuelle. Exactement. Non, c'est même pas une société individuelle, c'est rien du tout. C'est vous êtes particulier et vous exercez une activité. D'accord, donc vous êtes rattaché à votre activité, etc. Voilà, mais vous n'avez pas de société, vous n'êtes pas au RCS, au registre du commerce et des sociétés. Est-ce que vous avez le sentiment, avec le recul, l'expérience, avec les discussions que vous avez, puisque en plus votre communication autour de ce livre-là, là pour le coup, il fonctionne plutôt bien. Vous auriez dû écrire un bouquin directement. Est-ce que vous avez le sentiment que si vous étiez passé par une SARL quelconque, en créant une SARL quelconque, ça aurait été différent? Là, aujourd'hui, avec votre expérience, avec les galères que vous avez pu avoir entre les différents clients que vous avez eus, est-ce que vous pensez que le statut a fait une différence à jouer. Oui, en fait, vous savez, c'est que je suis entrée aussi dans une sorte de processus de dévalorisation. En fait, on perd un peu l'estime qu'on a en soi-même, on perd un peu la foi qu'on a en son travail, en son activité, parce qu'en fait, la reconnaissance sociale n'est pas au bout du chemin. C'est-à-dire que l'auto-entrepreneur ne bénéficie pas de la même reconnaissance sociale qu'un chef d'entreprise. Et forcément, les choses on est peut-être moins armé pour se défendre que quand on a une petite carte de visite où il y a écrit SARL, capital, déjà, 15 000, c'est autre chose. C'est autre chose. Là, vous avez auto-entrepreneur. On ne met même pas auto-entrepreneur parce qu'on sait d'emblée que c'est pas la meilleure carte de visite qui soit, donc je pense que ça a beaucoup joué. C'est vrai que ce serait bête de dire auto-entrepreneur sur sa carte de visite. Faut pas le dire. Pas vraiment patron, complètement tâcheron. Est-ce que ce ne sont pas les slasheurs d'aujourd'hui? Tâcheron. Oui, on est slasher. Moi, je précise, j'ai un chapitre consacré aux slashers. Je dis bien, en fait, moi, j'ai toujours été slasher dans ma vie. En fait, c'est ça qui est assez étonnant. Les slashers en étant salarié, c'est moins gênant que slasher en étant auto-entrepreneur. Ça devient très, très, très compliqué moi, évidemment, je me suis formée au web, donc j'ai été webmaster. Je me suis formée à la rédaction aussi en rédaction web, en référencement SEO, pour pouvoir en fait justement proposer des prestations en ce sens. J'étais déjà attachée de presse, j'étais déjà éditrice, donc j'ai rajouté 2 autres activités en fait à celles que j'avais déjà, et donc oui, j'étais complètement en fait j'étais complètement slasher. Dans l'activité. Et donc tâcheron, parce que tâcheron, c'est un peu ça aussi. Parce que je suis payée à la tâche. C'est multi-service, multi-carte. Voilà, un tel veut, je sais pas tant de posts sur sa page Facebook, je le fais. Un autre veut un site internet, je le crée. Un autre, j'étais même des fois amenée à écrire des courriers administratifs pour certains clients. Il y a eu des avantages quand même. Une lettre au préfet. Il y a eu des avantages à vivre cette expérience. Vous avez appris à vous former très rapidement, à maîtriser des outils assez rapidement. Vous avez découvert tous ces inconvénients, ceci étant. Sauf que vous étiez dans l'urgence et il fallait... On va dire que le seul avantage, c'est que j'ai dû faire tout très vite, mais je l'ai quand même un peu payé. Moi, je conseillerais pas forcément aux gens de suivre mon expérience, même si on m'a dit « Ah, c'est génial, tu l'as fait, tu te rends pas compte de ce que tu as pu faire en si peu de temps. » On le paye un peu quand même à un moment donné physiquement, il faut faire un petit peu attention. Je pense que j'aurais pu, de façon beaucoup plus sereine, faire les mêmes formations que j'ai dû faire dans l'urgence. Laissez tomber vos illusions, j'ai été auto-entrepreneur. Et ce n'est pas mieux que d'être chômeur. C'est vous qui avez dit ça? Alors ça, c'est un titre. Alors je précise bien, j'ai écrit une tribune effectivement qui est parue donc sur Internet, sur le Huffington Post. Mais le titre n'est pas de moi. Donc je précise à tous ceux qui l'ont lu, parce que je me suis fait un petit peu... certains n'ont pas trop aimé en fait ce titre, certains internautes. Mais c'est une accroche. C'est une accroche qui... vous savez, quand on est en communication... Ça, c'est vraiment typiquement... Là, on est dans un exercice de communication. On a un truc très accrocheur avec un contenu, quand on lit en fait la tribune. À aucun moment, je dis, ça vaut mieux que d'être chômeur. Évidemment, c'est toujours mieux de travailler, sauf qu'il faut quand même avoir des conditions de travail décentes. Qu'est-ce qu'il faut changer dans tout ça, dans ce statut d'auto-entrepreneur? Enfin, vous l'avez dit, c'est bien pour une situation donnée, comme celle de complément salarial, professionnel, parce que aussi, ça peut faire aussi office d'épanouissement, une forme d'épanouissement, d'avoir une... On peut distribuer du courrier et puis avoir envie d'être maçon de l'autre côté parce que on s'éclate à travers ça ou d'autres activités.
Il y a d'autres choses à changer en fait, par lesquelles il faut passer? Oui, bien sûr. Moi, je dirais seulement aux jeunes qui veulent s'engager là-dedans, ils veulent quand même être auto-entrepreneurs, évidemment, pourquoi pas. Je préciserai juste, surtout, essayer d'être encadré. Voilà, par quelqu'un qui a déjà une expérience pour éviter les désillusions que moi j'ai vécues. Formez-vous aussi, c'est très important. Et puis, si là, en fait, au niveau, si on devait intervenir, si le législateur devait intervenir, c'est peut-être de mettre un petit peu d'ordre, un petit peu dans les relations qu'on a après entre auto-entrepreneurs, parce que sincèrement, c'est une vraie usine à gaz. Hein. C'est une vraie usine à gaz. Vous parliez du revenu de base minimum pour lequel vous êtes favorable, qui permettrait justement... Tout à fait. On n'est pas très loin avec ce que propose là le gouvernement et ce que propose Muriel Pénicaud, de donner 800 € à un entrepreneur qui aurait failli à un moment donné, sauf sur 6 mois. On n'est pas loin sur l'idée, ça vous cette somme qui est un petit peu symbolique, qui est un peu plus que le RSA, mais un peu moins que le SMIC. On est vraiment même dans l'idée d'un revenu universel, en fait. C'est tout simplement pour pouvoir pallier les carences, en fait, qu'on peut avoir financières entre deux périodes d'activité, qu'on ne reste pas sans rien. Moi, je trouve que c'est une excellente idée. Au final, qu'en a pensé votre sœur, qui était chef d'entreprise à l'époque et femme d'entreprise vraiment, et qui vous avait mis en garde de tout cela au début. Alors aujourd'hui, elle a lu le livre, elle l'a lu d'une traite, elle a beaucoup aimé. Elle m'a dit, il y a juste un chapitre qui m'a fait très mal au cœur et qui m'a empêché de dormir la nuit, qui a réveillé de sombres souvenirs. C'est le chapitre sur le RSI. Voilà. Le chapitre que je consacre en fait à des témoignages sur le RSI, et elle a de très très pénibles souvenirs par rapport au RSI. Et je pense que tous ceux qui m'entendent, qui ont un jour créé une entreprise et qui ont eu affaire au RSI, vont comprendre de quoi on parle. Ils savent pour quelle raison on peut ne pas dormir. C'est terrible. Non, mais de toute façon, ça va être supprimé. Enfin, ça a été supprimé. Ça a été supprimé. J'espère en tout cas que c'est de l'histoire ancienne. Et maintenant qu'elle dort beaucoup mieux. Merci Sophie Voutot d'avoir été notre invitée. On peut savoir ce que vous faites alors aujourd'hui? Alors maintenant, en fait, je suis... J'écris des livres. Oui, j'écris des livres toujours. Vous écrivez très bien en tout cas. Merci. Vraiment, je vous le dis très sincèrement. Merci beaucoup. J'écris toujours, mais ça c'est une activité annexe. Mais je m'occupe des relations presse du groupe Trace en fait. La marque maintenant très connue. Trace, radio, Trace, TV. Voilà, que je ne présente pas en tout cas sur cette antenne parce que je pense que vous la connaissez très bien. Eh bien, bonne chance et merci d'avoir été avec nous, notre invité du jour.